Le village de Mayama est totalement négligé par le gouvernement congolais. Il n'y a aucune infrastructure socio-éducative. Pas d'infirmiers à l'hôpital, pas de pharmacie. Il n'y a quasiment pas d'enseignants à l'école. C'est très difficile. Cela me fait de la peine. Mon cas par exemple, je suis enseignante, obligée de dispenser les cours de la 6e en 3e. Ici, un seul professeur peut dispenser 2 ou 3 matières de la 6e en 3e. Vous imaginez combien c'est pénible? Certaines populations qui avaient fui la guerre voudraient rentrer, mais elles ont peur. L'atmosphère à Mayama fait peur. De Brazzaville, si je n'étais pas assez courageuse, je ne serais pas revenue ici à Mayama. Il y a 2 camps ici à Mayama, un camp militaire et un autre des ex-combattants. Nous vivons dans cette atmosphère où les soldats se baladent avec les armes comme s'il y avait encore la guerre. Psychologiquement, cela nous rend très mal à l'aise. C'est ce que retient d'ailleurs certaines personnes qui veulent rentrer ici à Mayama. Pourtant la guerre était finie, mais les soldats continuent à se pavaner avec les armes de guerre. Cela voudrait dire qu'il y a un autre problème. De la 6e en 3e, vous dispensez des cours dans ces classes. Alors, comment vous partagez, comment vous faites? C'est très difficile. On ne peut pas avoir un emploi du temps sur ça. Nous avons un emploi. Ça, c'est pas un emploi du temps. C'est une torture pour nous. Parce que quand tu commences de la 6e, chaque jour, je dois prendre 3 niveaux. Chaque jour, j'ai 3 niveaux. Parce que j'ai 3 matières à disposer. Donc, il faut que je prenne 3 niveaux. Ou encore 4 niveaux aussi. Et le samedi, il faut faire revenir ceux qui préparent le BPC. Le vendredi, on s'arrête, c'est-à-dire dès 10 h, il faut lâcher les enfants, parce que ces enfants-là repartent au village. Donc, c'est pas facile. Prenons un jour de lundi. Comment vous travaillez? Le lundi, vous vous réveillez, vous arrivez à l'école? Le lundi, tel que moi. Oui. Quand j'arrive le lundi, j'ai 6 heures. 6 heures, donc j'ai 3 niveaux. Je passe les 2 premières heures, je passe en 6e, maths. 2e, 4e heure, je suis en 5e. Et je termine en 3e, mathématiques. Donc chaque lundi, j'ai mathématiques dans 3 niveaux. Ainsi de suite, il y a des planches comme ça là aussi. Et pendant que vous êtes en train de dispenser les cours en 6e, ceux de la 5e, oui, nous avons des professeurs. Nous avons, bon, pas des professeurs, nous avons des prestataires. Nous sommes au nombre de 4. Actuellement, on a reçu encore un jeune et il s'est ajouté, donc nous sommes 4. Donc, comme moi je suis en 5e, l'autre passe moi je suis en 6e, l'autre passe en 5e. Le moment où lui il sort, moi je remplace en 5e. C'est comme ça. C'est pénible quand même. C'est très pénible, c'est comme je viens de dire, pour nous c'est comme une prison, une punition. Surtout sur le recrutement, l'État congolais néglige vraiment les villages. C'est ceux de la ville, ceux qui sont dans les maisons qui ne font rien qu'on récupère. Ceux qui sont sur les terrains, on ne les regarde pas. C'est comme si nous sommes maltraités. Bon, comme nous sommes des prestataires, c'est comme si nous manquons beaucoup de choses. Mais moi, je pense que le travail que nous faisions, c'est pour aider. On est en train de contribuer aussi à l'évolution aussi. Parce que le village n'a plus de professeurs. Donc il fallait revenir et former ces jeunes. On ne peut pas laisser l'école mourir. Nous sommes là, tel que moi je suis là depuis pratiquement 5 ans. Je suis à Mayama. Il fallait faire le champ aussi. Il faut faire le champ pour avoir quelque chose sinon. Les parents n'arrivent même pas à payer. Les parents n'arrivent pas parce que les parents ne travaillent plus. Comme vient de dire mon frère, il n'y a pas de, ils n'arrivent plus à travailler comme il faut.
Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver en face de vous au cours de cette émission que nous avons intitulée Assemblée citoyenne. La participation citoyenne en 2 minutes. La participation citoyenne, c'est quoi? La gouvernance comprend tous les processus qui soutiennent les systèmes dirigeants et gérant nos sociétés. 3 grands types de gouvernance peuvent être identifiés: autoritaire, représentative et participative. La gouvernance participative, ou participation citoyenne, se caractérise par une forte implication des citoyens dans le processus décisionnel, en dehors des échéances électorales qui rythment la vie de la démocratie représentative. Un tel modèle de gouvernance se développe notamment au niveau local. Plusieurs exemples ont pu être identifiés. La participation citoyenne. Pourquoi ? La participation citoyenne contribue d'abord à renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants, en leur donnant une voix dans les décisions qui les concernent directement. Ensuite, elle permet aux administrations locales de mieux comprendre les besoins et les priorités des usagers, ce qui peut les aider à prendre des décisions plus éclairées et pertinentes. Enfin, elle favorise la légitimité des décisions prises, car les citoyens se sentent plus investis dans le processus démocratique lorsqu'ils ont eu l'occasion de participer à la prise de décision. En outre, la participation citoyenne est régulièrement mobilisée afin de répondre à la crise de défiance envers la démocratie représentative. La participation citoyenne. Comment ? 5 niveaux d'implication des citoyens ont été définis par Sherry Arnstein en 1969 dans son échelle de la participation citoyenne. L'information, qui constitue le niveau d'implication des citoyens le plus faible. Les administrations locales fournissent une information transparente et accessible à leurs citoyens. Le deuxième niveau, la consultation, nécessite que les collectivités demandent l'avis des citoyens sur des sujets spécifiques. Ensuite, la concertation implique un véritable échange entre les citoyens et les décideurs. Dans le 4e niveau, la co-construction, les citoyens et les autorités collaborent de manière équitable pour élaborer des solutions et mettre en œuvre des projets. Enfin, l'autonomisation. C'est le plus haut niveau de participation où les citoyens ont le pouvoir final de décision avec un droit de veto. Cependant, ce niveau est rarement atteint en pratique en raison des défis logistiques et de confiance associés. Ainsi, la participation citoyenne peut prendre différentes formes en fonction des objectifs et des besoins des collectivités. Il est important de choisir la méthode la plus appropriée en fonction de chaque situation. Pour que la participation citoyenne soit une réussite, la collectivité locale qui l'organise doit se demander comment atteindre tout le monde, y compris les usagers les plus marginalisés. La question de l'inclusion est d'autant plus importante alors que les technologies numériques sont de plus en plus utilisées pour la participation citoyenne. De plus, apparaît l'importance de l'éducation civique. En enseignant aux citoyens les principes fondamentaux de la démocratie, leurs droits et responsabilités, ainsi que les mécanismes de participation politique, l'éducation civique les prépare à jouer un rôle actif dans la gouvernance locale, voire nationale. Conclusion. La participation citoyenne accorde donc une place centrale aux citoyens en lui permettant de s'informer et de s'impliquer dans le processus décisionnel local. La participation citoyenne est ainsi un moyen de renforcer son sentiment d'implication démocratique et de favoriser une gouvernance plus inclusive et transparente. Cette émission aura donc pour vocation un grand espace socioculturel qui va nous permettre les uns et les autres à échanger, à se cultiver et de débattre. L'Assemblée citoyenne, chers internautes, se veut combler un vide au Congo. Parce que le Parlement qui était
fait, dévolu à tout mettre en œuvre dans les lois. Tu devrais voter pour défendre l'intérêt des populations, plaider les causes des populations, tout mettre en œuvre dans les lois de la République pour codifier l'éducation, canaliser de manière générale la vie qui constituerait le bien-être de tous. Lorsque un pays a un parlement efficace qui tienne en ligne de compte tous les paramètres, les données de la vie sociale, eh bien, cette société vit dans la joie et dans le bonheur. Le Parlement, c'est des élus qui représentent les citoyens, qui légifèrent, ça veut dire votent les lois, et contrôlent le gouvernement. Mais le Parlement, c'est quoi exactement? C'est l'Assemblée nationale ou le Sénat? Eh bien, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est pour ça qu'on dit que le Parlement français est bicaméral. Bi pour deux et caméral pour chambre. Il y a la chambre basse qu'on appelle Assemblée nationale et la chambre haute qu'on appelle le Sénat. Ces chambres ont pour mission de créer, modifier et voter des lois, de participer à des groupes de travail qu'on appelle commissions parlementaires pour valider les futures lois. Parfois, les députés et sénateurs travaillent ensemble dans les mêmes commissions. On appelle ça des commissions mixtes paritaires. Elles regroupent 7 députés et 7 sénateurs et se réunissent si les députés et les sénateurs n'ont pas pu tomber d'accord sur une loi à voter. Chaque assemblée peut donner son avis, qu'on appelle résolution, sur des projets ou propositions d'actes de l'Union européenne. Le rôle du Parlement est aussi de contrôler le gouvernement. Pour ça, il peut utiliser des outils comme les missions d'information ou les commissions d'enquête, les questions écrites ou orales, la Haute Cour pour voter la destitution du président de la République ou la Cour de justice de la République pour juger les anciens membres du gouvernement. Le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent aussi en congrès pour voter une révision de la Constitution, écouter une déclaration du président de la République et autoriser l'adhésion d'un État à l'Union européenne. Quand on voit toutes ces similitudes, on pourrait se demander pourquoi le Parlement français est divisé en 2 chambres alors qu'elles ont plus ou moins l'air de faire le même travail de création des lois et de contrôle du gouvernement. On pourrait se dire que c'est une perte de temps à cause des navettes des lois et une perte d'argent à cause du fait qu'il y ait 2 chambres. Mais s'il y a 2 chambres, c'est bien pour une raison, c'est pour équilibrer les pouvoirs, pour éviter qu'une seule chambre abuse de son pouvoir en votant des lois qui l'arrangent ou en contrôlant le gouvernement seulement dans son intérêt. Mais en dehors des petites différences comme le nombre de parlementaires dans chaque assemblée, leur lieu de travail ou l'âge minimum d'élection, les 2 chambres ont aussi de vraies différences. D'abord, le mode d'élection. L'Assemblée nationale est élue tous les 5 ans au suffrage universel direct, alors que le Sénat est élu de moitié tous les 3 ans au suffrage universel indirect. Ça veut dire que les Français élisent directement leurs députés, alors que pour les sénateurs, c'est les grands électeurs qui choisissent. Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les délégués des conseils municipaux. Et du coup, ça crée encore au moins 4 différences. Les députés étant élus par l'ensemble des citoyens, doivent représenter la nation tout entière, alors que les sénateurs, élus par le représentant des collectivités locales, doivent représenter ces collectivités locales. Comme, parmi les grands électeurs, il y a une surreprésentativité des conseillers municipaux des milieux ruraux, et que les milieux ruraux sont traditionnellement plus conservateurs, le Sénat est souvent plutôt à droite. Comme les députés sont élus directement par le peuple, ils sont souvent plus médiatiquement exposés. La plupart des gens ont déjà entendu parler de leurs députés, mais très peu connaissent leurs sénateurs. Enfin, les élections législatives, celles des députés donc, se déroulent à chaque fois juste après l'élection présidentielle. Ça fait qu'il est très probable que la couleur politique du président soit la même que celle de l'Assemblée nationale. Et c'est plutôt logique. Les citoyens qui voudraient une politique de droite, par exemple, voteraient probablement pour un président de droite et une assemblée de droite. Ça a pour avantage d'éviter ce qu'on appelle la cohabitation entre un président de la République et son gouvernement qui ne sont pas de la même couleur, mais ça a le désavantage de donner un pouvoir encore plus important au président de la République. En ce qui concerne le vote des lois, la première lecture est la plupart du temps répartie équitablement entre les 2 chambres. Mais les lois d'organisation des collectivités territoriales ou des instances représentatives des Français établis hors de France sont d'abord votées au Sénat.
Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale passent, elles, d'abord par l'Assemblée nationale. Aussi, si même après la commission mixte paritaire, un texte n'est toujours pas adopté, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de décider pour tout le Parlement. À ce moment-là, l'Assemblée nationale peut décider d'adopter soit le texte fait par la commission mixte, soit la dernière version qu'elle a votée, et qui comprend aussi les amendements du Sénat. L'Assemblée nationale a globalement plus de pouvoir que le Sénat pour contrôler le gouvernement, car elle peut utiliser le vote de confiance et la motion de censure. Au cas où le président de la République est vacant, c'est plus ou moins la version polie pour dire qu'il est mort ou que vraiment il est plus capable d'être président, et bien dans ce cas-là, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. C'est ce qu'on appelle la permanence du Sénat. Et ça veut dire que le Sénat ne peut être dissous par le président de la République, alors que l'Assemblée nationale peut l'être une fois par an. Il s'avère qu'au Congo, chez nous, le Parlement est très défaillant, le peuple se sent abandonné, il n'a plus d'interlocuteur valable pour plaider, exposer et prendre les grandes initiatives et orientations qui constitueraient le fondement de l'éducation de notre peuple, du Congo et de l'humanité en général. C'est donc dans cet esprit, chers internautes, que l'émission Assemblée citoyenne va exposer chaque dimanche désormais pour permettre aux uns et aux autres de communiquer, de se transmettre le savoir, de s'éduquer. Enfin, c'est un grand espace socioculturel ouvert à tout ce qui peut permettre à l'évolution de son environnement. C'est donc dans ce cadre que le frère René Mokono, ici présent, l'animateur de cette émission, lance désormais le premier thème, l'éducation. Pourquoi l'éducation, mes chers frères et sœurs internautes? L'éducation pour toute société qui veut rendre la cohabitation sociale paisible, se doit avoir un certain nombre d'éléments communs. Et c'est dans l'éducation que cela s'acquiert. Emmanuel Kant, on ne doit pas seulement éduquer des enfants, d'après l'état présent de l'espèce humaine, mais d'après son état futur, possible et meilleur, c'est-à-dire conforme à l'idée de l'humanité et à sa destination totale. Kant explique que l'éducation ne doit pas seulement préparer les enfants au monde actuel, mais aussi les former en vue d'un avenir meilleur. L'objectif est de développer leur potentiel pour qu'ils puissent contribuer au progrès de l'humanité. L'éducation doit être tournée vers l'avenir, et non limitée aux besoins immédiats de la société. Il est essentiel d'enseigner aux enfants des valeurs universelles, la pensée critique et la capacité à s'adapter aux évolutions du monde. L'éducation doit façonner des individus capables d'améliorer la société. Former les générations futures, c'est œuvrer pour un avenir plus juste et éclairé. Depuis la famille d'abord, qui est donc la base fondamentale de l'éducation et qui a le devoir d'inculquer aux enfants que nous sommes les notions essentielles d'amour du prochain, de justice, de respect, du patriotisme, du respect de la chose publique et du caractère sacré de l'homme et de la nécessité de la vie de tout être en société et dans la nature, du respect scrupuleux de la nature.
Parce que les anciens nous disaient que on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. C'est donc, très chers internautes, un grand plaisir que désormais le frère René Mokono et nous tous serons ensemble chaque dimanche pour débattre, discuter, échanger, communiquer, se transmettre le savoir sur toutes les actualités, sur tout ce qui a trait à la vie de l'homme et de son environnement. Dit de cette manière, mes très chers internautes, quelle joie, quel bonheur, aujourd'hui, quand nous lançons ce soir notre premier échange. L'homme d'hier, le Congolais d'hier, Congolais hospitalier, amoureux de la patrie et qui avait du respect pour la personne humaine, est totalement disparu. L'homme est un loup pour l'homme. Je parie que vous connaissez cette citation, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'elle veut dire? Aujourd'hui, on s'attaque à une référence de la philo, l'anglais Thomas Hobbes. À son époque, le gars s'attaque à un concept super important en politique, mais peu théorisé, celui du pouvoir. Alors oui, aujourd'hui, les philosophes, ils ont déjà beaucoup bossé sur le pouvoir politique, mais à l'époque, c'est assez nouveau. Avant Hobbes, on pensait que le pouvoir était avant tout attaché à une personne, comme un roi ou un prince. Et là, si vous connaissez un peu la philo, ça doit vous rappeler un autre philosophe qui était là avant Hobbes, qui s'appelle Machiavel. Mais là, Hobbes, il veut faire quelque chose de différent de Machiavel. Il veut pas seulement comprendre pourquoi le prince a du pouvoir, mais il veut comprendre pourquoi les humains ont créé des structures de pouvoir, comme l'État par exemple. Pour lui, si on comprend la logique du pouvoir, on comprendra pourquoi les humains ont créé les droits, les devoirs, la politique, etc. Et donc revenons à notre citation, l'homme est un loup pour l'homme. Pourquoi Hobbes dit ça? Eh bien parce que pour lui, les humains sont tous dans une recherche d'accumulation de puissance. Ils cherchent à se dominer les uns les autres et cette recherche elle est infinie, personne n'y parvient vraiment. Et donc dans toutes les sociétés, il y a cette crainte qui nous pourrit la vie, celle d'une mort violente qui aurait été causée par un homme ou un groupe d'hommes qui sont là pour asseoir leur domination. Et cette crainte, elle nous ramène à la raison. Il faut organiser un pouvoir absolu, pour limiter la domination des uns sur les autres. Et c'est là que l'homme est un loup pour l'homme, c'est une citation qui est souvent mal comprise. Parce que oui, Hobbes dit d'un côté que l'homme cherche à dominer et parfois violemment, mais il dit qu'il est aussi capable de se raisonner et d'adopter un pouvoir qui permette de limiter la domination. Et attention, le pouvoir dont parle Hobbes, c'est un pouvoir absolu, c'est-à-dire qui s'élève au-dessus des dominations, mais ce n'est pas un pouvoir d'un tyran. L'idée, c'est d'instaurer un ordre social assez puissant pour qu'il s'élève au-dessus de ces rapports de force insupportables. Et pour ça, on va construire un cadre politique, légal, qui va permettre à chacun de vivre en se sentant protégé, y compris les plus faibles. Donc rappelez-vous, l'homme est un loup pour l'homme, c'est pas la loi de la jungle, c'est le contraire. C'est l'humain qui trouve un moyen de limiter la violence pour protéger tout le monde. Même si, c'est vrai, dans cette citation, on a une vision de l'humain qui est plutôt négative, qui est que naturellement, en effet, on a tendance à se marcher les uns sur les autres. Le système politique d'hier, qui fondait sa vision politique sur l'unité nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du développement total, est devenu une histoire pour le peuple. Et conscient de ce déficit éducationnel, nous avons pensé, à travers cette émission Assemblée citoyenne, assurer la plaidoirie du peuple et se transmettre tout ce qui est utile pour nous tous. Nous sommes en droit de nous interroger, chers internautes, pourquoi avons-nous pensé porter notre choix sur l'éducation pour notre première émission? Eh bien, c'est parce que l'éducation est le fondement de toute vie ordonnée.
Il est du ressort de l'éducation d'inculquer à l'humanité les bonnes mœurs, les bonnes habitudes, le savoir nécessaire, la responsabilité vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis de la nature. Chaque jour, notre monde est défini par la découverte. Dès l'instant où nous ouvrons les yeux, notre parcours d'apprentissage commence. Saisir les opportunités, tisser des liens, trouver notre place dans la communauté mondiale. L'accès à l'éducation est notre droit humain universel. Mais dans une période de croissance sans précédent, de changement et d'incertitude, beaucoup sont exclus. La connexion est interrompue. Le voyage est courté. Aujourd'hui, 758 millions d'adultes dans le monde ne savent ni lire ni écrire, la majorité étant des femmes. Et il existe 263 millions d'enfants et de jeunes non scolarisés. L'éducation pour tous est au cœur de l'ambitieux agenda mondial d'éradication de la pauvreté grâce au développement durable à l'horizon 2030. L'agenda éducation 2030 repose sur le fait que l'éducation dirige le développement en libérant le potentiel des personnes, en les rendant autonomes et en transformant les communautés. Mais afin de voir ce potentiel s'épanouir, l'éducation elle-même doit être transformée. Nous devons assurer une éducation équitable et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Parce que c'est seulement sur cette route universelle que nous pouvons façonner un avenir véritablement inclusif et durable, où personne n'est laissé de côté. Ensemble, grâce à l'éducation, nous façonnons les citoyens du monde de demain pour leur permettre de construire un avenir durable. Un avenir sans pauvreté ni injustice. Un avenir qui appartient à tous. UNESCO. Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Construisons-le ensemble. C'est pourquoi, chers internautes, ce dimanche est une journée très merveilleuse pour nous parce que nous sommes sûrs et certains que nous prenons le sentier de la refonte de la conscience du Congolais. Défini de cette manière, nous pensons dire que désormais, les uns et les autres ont des préoccupations et qui se disaient comment les transmettre au peuple congolais. Voilà votre espace. Voici votre espace pour reconstruire l'unité nationale du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour reconstruire la fraternité qui est totalement disparue par le simple fait que le politique en général et le politique congolais en particulier est engagé dans l'intérêt égoïste et personnel. Et cela ne favorise pas l'aisance et le bien-être pour tous. Et pour cela, à travers l'Assemblée citoyenne, nous voulons reconstruire l'amour fraternel détruit par le politique congolais, ancré donc dans les calculs politiciens, engagé dans l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. C'est dans ce sens que va s'articuler notre mission, et lequel se doit de rebâtir, comme nous l'avons dit, l'unité nationale de l'Est
à l'ouest. Très chers internautes, l'éducation, pour mieux l'accomplir, se trouve dans un espace qui se trouve divisé en trois grands centres, qui se trouvent d'abord la famille, l'école et la nature. Et au niveau de la nature, il y a plus la société. Parce que beaucoup de grands penseurs estiment que lorsque nous naissons, nous avons un cerveau vide. C'est dans la société que nous venons charger notre cerveau de tout le savoir, de toutes les connaissances. Et le cerveau du Congolais d'hier était imbu d'amour fraternel, était imbu de l'amour de la patrie, était imbu du sens du devoir, du travail bien fait. C'est à cela que les premiers dirigeants, après l'indépendance, ont posé les bases qui ont favorisé le développement et la diversification de l'économie de notre pays. C'est dans ce sens que de Firwell Yulu à Massamba Deba, le Congo a pu avoir beaucoup d'entreprises et de sociétés. Nous allons vous dire, mes chers frères et sœurs, chers internautes, que le Congo misérable que vous trouvez aujourd'hui n'a pas connu cette misère hier. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Congo. Pour avoir de l'eau, c'est des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour amener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. On ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venus se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. À notre époque, le Congo avait des usines. Le Congo fabriquait tout ce qui est verre, les assiettes, les bouteilles, et la société s'appelait Sovelco. Ça se trouve à Pointe-Noire. Et actuellement, cette partie où se trouvait l'usine de fabrication des verres est annexée à Kounembourg, sur la route de l'aéroport. C'est là. Cette société s'appelait Sovelco. Et donc, parmi les premières
premières usines en Afrique. Le Congo, chers internautes, fabriquait les bateaux. Ça s'appelait Chakona. C'est cette entreprise qui a fabriqué le bateau du 5 février. Le Congo fabriquait les chaussures. La société s'appelait Bata. Le Congo fabriquait les tissus. L'usine s'appelait Kinsundi. Et ils ont ensuite développé pour fabriquer les tergales. Et l'usine s'appelait UTS. Le Congo, nous allons nous fatiguer. Nous allons nous fatiguer. Fabriquer les allumettes. La société s'appelait Falco, à Betou. Le Congo fabriquait la farine de manioc avec le foufou Mansoumba. Le Congo, la liste est tellement trop longue que vous pouvez imaginer, chers internautes, qu'à cette époque, les dirigeants ne voulaient pas toucher à l'exploitation du pétrole, qui se trouvait être le nerf de guerre. Mais tous ces deux présidents, chacun ce qui les concerne, ont assuré le bien-être des populations à travers le bois, le café, le cacao, la pêche, l'élevage. Chaque région avait des fermes. Au Poul, nous avions eu la Luila, Passami, Passafer. Et c'était la vie, c'était le bonheur.
À cette époque, vous pouvez vous en douter, mes chers frères, c'est ça. Il n'y avait pas de pharmacie. Oui, oui. Les Congolais ont connu la pharmacie à l'arrivée du président Marien Ngouabi. À l'époque de Fulbert Yulu et de Massamba Deba, la santé était gratuite. À l'école, nous partions et les livres et les cahiers étaient fournis par l'État. C'est très pénible, c'est comme je viens de dire, pour nous c'est comme une prison, une punition. Surtout sur le recrutement, l'État congolais néglige vraiment les villages. C'est ceux de la ville, ceux qui sont dans les maisons qui ne font rien qu'on récupère. Ceux qui sont sur les terrains, on ne les regarde pas. Le Mayama est négligé. Le village de Mayama est totalement négligé par le gouvernement congolais. Il n'y a aucune infrastructure socio-éducative. Pas d'infirmiers à l'hôpital, pas de pharmacie. Il n'y a quasiment pas d'enseignants à l'école. C'est très difficile. Cela me fait de la peine. Mon cas par exemple, je suis enseignante, obligée de dispenser les cours de la 6e en 3e. Ici, un seul professeur peut dispenser 2 ou 3 matières de la 6e en 3e. Vous imaginez combien c'est pénible? Tu ne peux pas former l'enfant comme il faut, parce que tu n'arrives pas à le faire. Certaines populations qui avaient fui la guerre voudraient rentrer, mais elles ont peur. L'atmosphère à Mayama fait peur. De Brazzaville, si je n'étais pas assez courageuse, je ne serais pas revenue ici à Mayama. Il y a 2 camps ici à Mayama, un camp militaire et un autre des ex-combattants. Nous vivons dans cette atmosphère où les soldats se baladent avec les armes comme s'il y avait encore la guerre. Psychologiquement, cela nous rend très mal à l'aise. C'est ce que retient d'ailleurs certaines personnes qui veulent rentrer ici à Mayama. Pourtant la guerre était finie, mais les soldats continuent à se pavaner avec les armes de guerre. Cela voudrait dire qu'il y a un autre problème. Comme s'il y a encore un problème dans Mayama seulement, pas dans d'autres. Donc ça aussi. De la 6e en 3e, vous dispensez des cours dans ces classes. Dans ces classes. Alors, comment vous partagez, comment vous faites? C'est très difficile. On ne peut pas avoir un emploi du temps sur ça. Nous avons un emploi. Ça, c'est pas un emploi du temps. C'est une torture pour nous. Parce que quand tu commences de la 6e, chaque jour, je dois prendre 3 niveaux. Chaque jour, j'ai 3 niveaux. Parce que j'ai 3 matières à disposer. Donc, il faut que je prenne 3 niveaux. Ou encore 4 niveaux aussi. Et le samedi, il faut faire revenir ceux qui préparent le BPC. Le vendredi, on s'arrête, c'est-à-dire dès 10h, il faut lâcher les enfants, parce que ces enfants-là repartent au village. Donc, c'est pas facile. Prenons un jour de lundi. Comment vous travaillez? Le lundi, vous vous réveillez, vous arrivez à l'école. Le lundi, tel que moi. Oui. Quand j'arrive le lundi, j'ai 6 heures. 6 heures, donc j'ai 3 niveaux. Je passe les 2 premières heures, je passe en 6e, maths. 2e, 4e heure, je suis en 5e et je termine en 3e, mathématiques. Donc chaque lundi, j'ai mathématiques dans 3 niveaux. Ainsi de suite, il y a des planches comme ça là aussi. Et pendant que vous êtes en train de dispenser les cours en 6e, ceux de la 5e, oui, nous avons des professeurs. Nous avons, bon, pas des professeurs, nous avons des prestataires. Nous sommes au nombre de 4. Actuellement, on a reçu encore un jeune et il s'est ajouté, donc nous sommes 4. Donc, comme moi je suis en 5e, l'autre passe moi je suis en 6e, l'autre passe en 5e. Le moment où lui il sort, moi je remplace en 5e. C'est comme ça. C'est pénible quand même. C'est très pénible, c'est comme je viens de dire, pour nous c'est comme une prison, une punition. Surtout sur le recrutement, l'État congolais néglige vraiment les villages. C'est ceux de la ville, ceux qui sont dans les maisons qui ne font rien qu'on récupère. Ceux qui sont sur les terrains, on ne les regarde pas. C'est comme si nous sommes maltraités. Comme nous sommes des prestataires, c'est comme si
nous manquons beaucoup de choses, mais moi, je pense que le travail que nous faisions, c'est pour aider. On est en train de contribuer aussi à l'évolution aussi. Parce que le village n'a plus de professeurs. Donc, il fallait revenir et former ces jeunes. On ne peut pas laisser l'école mourir. Nous sommes là, tel que moi, je suis là depuis pratiquement 5 ans. Je suis à Mayama. Il fallait faire le chant aussi. Il faut faire le chant pour avoir quelque chose. Sinon, les parents n'arrivent même pas à payer. Les parents n'arrivent pas parce que les parents ne travaillent plus. Comme vient de dire mon frère, il n'y a pas de... Ils n'arrivent plus à travailler comme il faut. Les enseignants habitaient dans l'enceinte de l'école. L'État construisait des logements pour les enseignants, pour les agents de santé, pour les fonctionnaires. Et une fois retraités ou affectés, c'est l'État qui s'occupait du transport, de tout le mobilier du fonctionnaire. Et il avait le billet pour se rendre à son nouveau poste de travail. Et une fois retraité, les dossiers étaient effectués par l'État. Il n'allait voir sa première pension le mois qui suivait. Je vous en prie que s'il fallait doser ça par... si c'était la fièvre, on fait passer le thermomètre, non? Ce thermomètre-là se serait déjà éclaté. Parce que c'est là, c'est l'hécatombe. Nous vivons comme si nous ne vivons. C'est-à-dire qu'on regrette pourquoi on est né. Nous regrettons pourquoi nous sommes nés. Et pourquoi nous avons travaillé. Je vois quand quelqu'un va travailler, il cotise. La cotisation, là, pour moi, je crois que sert pour payer ceux qui sont retraités. Et d'autres qui seront retraités, leur paie est assurée par ceux qui viennent, qui travaillent. On paye les gens, mais on ne sait pas pourquoi. Nous avons 15, je ne connais même plus les mois. Même pour payer, là, on nous embrouille. Hein. On vous paye, on ne vous dit pas, on n'a pas commencé par payer l'arriéré de novembre 2016. Parce que nous avons l'arriéré de novembre 2016, l'arriéré de décembre 2016. Et on a commencé maintenant quand on nous jette un mois, là, on ne sait pas. C'est écrit dans le bulletin, mais ce n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la chronologie des mois qu'ils nous doivent. Pour nous embrouiller certainement. Le Congo, mes frères et sœurs, c'était un pays, un beau pays, où il faisait bon vivre. Il y avait à Pointe-Noire une société qu'on appelait Express Afrique, qui circulait pour prendre les Congolais de tous bords, qui voulaient se rendre au port, parce qu'au port, il y avait du travail. La main-d'œuvre était beaucoup recherchée. Donc ce véhicule était passé dans tous les quartiers pour ramasser ceux qui voulaient se rendre au port, aller assurer la manutention et travailler. À cette époque, les sociétés passaient dans les établissements techniques pour rechercher des personnes qui voulaient bien travailler. Au CG, à cette époque. Malheureusement, ayant reçu la culture des Français, où nous pensions que la meilleure vie était garantie par de longues études, et aller travailler jeune était une incapacité qu'on appelait à l'époque, on a pris Nzela Mukuse. Donc, nombreux étaient ceux qui ont voulu aller plus loin avec les études, mais qui ont eu la malchance de tomber dans ce régime très mal placé pour servir l'intérêt des populations. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui?
Mais les générations futures dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Le Congo n'est pas donc ce que vous voyez aujourd'hui. Depuis Fulbert Yulu, il y avait le grand barrage de Sunda, qui avait la capacité d'électrifier toute l'Afrique centrale. Et les travaux ont été réalisés à 50%. Après le coup d'État et l'implantation du PCT, ce grand barrage a été abandonné. Il a été abandonné, mes frères et sœurs. Et vous comprenez que depuis lors, une nouvelle idéologie est arrivée avec le marxisme-léninisme. Le chien aboie, la caravane passe. Et Bonga t'es toujours meilleur. Celui qui tombe, je m'en fous. Tu veux croiser l'armée? Voilà une nouvelle vision qui est arrivée avec le marxisme-léniniste qui a détruit la vie paisible du peuple congolais. Nous venons de recevoir un communiqué de la primature, dont voici la teneur. Il s'est produit un drame au stade Ornano dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023. Ce drame a entraîné des morts et des blessés. Le bilan en provisoire établi par les services d'urgence fait état de 37 morts et de nombreux blessés. Une cellule de crise a été mise en place sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Une communication du gouvernement sera rendu public dans les prochaines heures. Pour la cellule de crise, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Avant cela, très cher internaute, il faisait bon vivre au Congo. Tu pouvais te saouler la gueule, dormir dans la rue. Et demain matin, tu te réveilles avec tout ce que tu avais sur toi. Malheureusement, un système démoniaque s'est emparé du destin lumineux du peuple congolais. À sa naissance, la politique du parti est de se positionner comme une structure à même de répondre aux exigences du peuple et des meilleures conditions de vie des populations. Le niveau de développement actuel du Congo est probablement aussi l'œuvre du Parti congolais du travail. Mais au regard du nombre d'années au pouvoir, une certaine opinion constate un paradoxe entre les pouvoirs que détient le PCT et l'état actuel du pays. Et l'on voit un manque de volonté politique, sinon une démission du grand parti. Il n'a qu'à voir le site internet du PCT, www.pct.cg, pour s'en rendre compte. Ce site, qui se confond souvent avec le premier en .org, non supprimé, n'est pas actualisé. La dernière publication dans l'onglet de l'actualité remonte à juillet-décembre 2021, alors qu'il y a eu d'autres activités récentes comme celle de la réception des élus du parti au Palais des Congrès. À plus de 90%, le gouvernement est composé des membres du PCT, la plupart des directeurs généraux, centraux et autres, les maires et administrateurs maires, les préfets, sous-préfets et les présidents des conseils départementaux et municipaux sont soit membres du parti en majorité ou des auxiliaires actifs et réservistes du parti. Ils sont donc présents dans les sphères de décision, à l'exécutif comme au législatif, pour ne pas citer le judiciaire. Mais pourquoi diable les mêmes mots persistent, s'interroge un citoyen de Sibiti. 2 années successives, 2013 et 2014, consacrées à l'éducation avec plusieurs milliards de francs CFA, n'ont pas produit les résultats attendus. Le Congo patauge encore dans les problèmes de déficit en enseignants. Des primes, bourses des vacataires, manque d'écoles dans plusieurs localités, manque d'enseignants de qualité,
manque de table-banc. Que dire du secteur de la santé? Le CHU est un beau tableau qui nous renseigne mieux. L'eau et l'électricité, en 20 ans voire 30 ans, le Congo peine à offrir aux populations une eau de qualité, une électricité stable. Le niveau de vie des citoyens, les conditions de vie, la liste est longue. Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, insiste sur une politique axée sur les résultats. Il le rappelle dans son mot publié sur le site du parti. Sa préoccupation, c'est le développement du pays, donc les intérêts du peuple. Pourtant, ces décisions semblent être vaines jusqu'à ce jour, alors que celles et ceux qui mettent en musique la politique de développement du pays sont en majorité membres de ce parti. Le Parti congolais du travail se préoccupe-t-il toujours des besoins de la population? Qu'est-ce qui explique l'enrichissement du jour au lendemain de plusieurs cadres, les députés et ministres qui vivent dans l'opulence au détriment du peuple? Le PCT serait-il à bout de souffle? Serait-il dans l'incapacité de supporter le poids du Congo? Ou a-t-il cessé de vivre pour le peuple, rien que pour le peuple? Ce parti serait devenu un lieu de refuge pour certains fraudeurs, corrompus, qui échapperaient à la justice. Juste Bernardin Gavé, l'ancien premier secrétaire de la force montante congolaise, a interpellé son parti sur cet aspect en 2019 lors du dernier congrès ordinaire du parti. Le paradoxe PCT paraît profond. Et a détruit l'éducation, la fraternité, la grande famille qui a existé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le terme nordiste, sudiste, Bakongo, Moshi n'existait pas à l'époque. C'est pourquoi vous avez vu Diawara est mort avec Ikoko, Bernard Kolela emprisonné avec les Tissé Tikaya, les consorts, Andegna Matsua avec Constant Balou, bref, Fubé Yulu avec Opango. C'était ça, le Congo. Mais les gens mal intentionnés ont constaté que les départements du pôle, du sud en général, étant plus peuplés que les départements du nord, parce que le nord est très vaste, malheureusement inondé, il y a la densité qui est faible à cause de la forêt et de l'inondation, de l'hydrographie qui est tellement vaste et importante. Et ayant compris que le pouvoir démocratique tient ses fondements sur l'élection, et l'élection égale démographie, étant donné que la vision politique devenait le tribalisme, et que donc les régions les plus peuplées, les tribus les plus peuplées devaient être massacrées. Et c'est en cela que les conflits ont commencé avec les divers assassinats organisés et collés sur certains frères des régions qui étaient les plus peuplées. Avec sa petite famille, Fortuné a marché une semaine pour rentrer à Brazzaville. Sa chemise bleue et quelques affaires, c'est tout ce qu'il a pu ramener chez lui. Premier regard sur la région qu'il a fui il y a bientôt une année, premier checkpoint de police. Avec lui sa grand-mère et sa petite sœur de 15 ans qui vient d'accoucher en forêt. Fortuné fait partie de ceux qu'on appelle ici les retournés, ces 200 000 Congolais qui reviennent peu à peu à Brazzaville après avoir été chassés par la reprise des combats le 18 décembre 1998.
derniers kilomètres avant de rejoindre un poste de secours à l'entrée de Brazzaville. Soulagement pour Fortuné et les siens, ils ont échappé à la forêt et aux miliciens incontrôlables qui y sévissent. Mais combien d'autres sont restés dans la région du Pont? Personne ne le sait. Là-bas aussi, nous avions laissé des mamans, des jeunes, des petits-enfants sont malades, très malades, sont au fond des forêts, souffrent. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sans manger. Donc c'est pas ici en ville, c'est là-bas. Vous allez là-bas, aux forêts. Allez aider les autres qui sont là-bas. C'est pas ici. La tombe a été cassée. La porte de cette tombe a été cassée pour fouiller les caisses qui étaient là-dedans. Il y avait des caisses là-dedans. Les gens croyaient qu'il y avait de l'argent. Il y avait quoi dans les caisses? C'était des raffias, des objets d'art. Des objets d'art. Et ça a été emporté? Non, ils ont fini par abandonner. Ils avaient fini par abandonner puisqu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est le grand frère de notre père. Il est mort pendant la guerre. De suite d'une blessure, il est mort pendant la guerre à Kaungabudjumu. Et il nous a fallu l'exhumer là-bas pour le ramener ici. Et ce village a été détruit pendant la guerre? Ce village a été détruit pendant la guerre. Les quatre maisons qui étaient ici ont été brûlées pendant la guerre. La première était là. La deuxième était là. La troisième derrière cette tombe-là. Derrière cette tombe-là, il y avait la plus grande maison là. Et puis, là à côté, là aussi, il y avait une maison. Et qui a détruit? Les ex-combattants, les militaires. Ils ont brûlé. Hein? Ils avaient brûlé. Les militaires. Il les brûlait parce que ça peut être des refuges des ex-combattants. Et comme eux, ils avaient un bouchon en bas là, un bouchon en bas, donc ils pouvaient d'abord venir se cacher ici pour aller et ensuite descendre pour les attaquer. Donc voilà la véritable raison pour laquelle ils avaient tout brûlé. Même les maisons qui en bas là aussi c'était habité. Il y avait, je crois, 6 maisons en bas là. C'est la parcelle de la mère Agina, la défunte mère Agina. Elle avait fui la guerre, puis elle avait fui la guerre pour venir se réfugier ici. Et d'ici, ça a éclaté, elle est partie. Mais elle avait déjà acheté cette parcelle. Ici, c'est M. Mbassina. Donc il y avait des maisons ici, il y avait 3 ou 4 maisons. Il y avait 4 maisons ici, 3 ou 4 maisons ici. C'était habité. Détruite. Tout a été détruite. Toutes les maisons ont été détruites. Oui. Et ce phénomène a vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Toutes les usines ont été mises à terre. Toutes les sociétés mises à terre.
vous constaterez avec moi que l'amour véritable, l'amour de la patrie, l'amour fraternel, l'amour du travail bien fait était porté disparu dès l'installation du PCT au Congo. Le malheur a vu le jour parce qu'il est impensable que le CFCO, qui a été le plus grand moteur de développement de notre pays et qui a consommé des âmes de l'Afrique qui sont morts. Vous irez à l'Estara, vous trouverez tous ceux qui sont morts et ne sont y affichés. Et qu'aujourd'hui, les gens se sont activés à détruire le CFCO. Pour quel intérêt? Vous savez vous-même. Le CFCO Congo-Océan ne pouvait pas connaître une faillite, une déstabilisation, parce que c'était le poumon de l'économie de notre pays. On l'a détruit sans pitié. On a détruit Kinsundi, on a vendu tout ce qui était dedans, comme ferraille, sans larmes aux yeux. C'est le système politique aujourd'hui sans pitié. Sans pitié, c'est un système qui ne somme que la désolation. Et c'est pourquoi nous avons pris l'engagement d'effacer cela dans nos mémoires, pour nous faire vivre l'espoir de cette unité fraternelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, à reconstruire dans cette émission l'Assemblée citoyenne. Nous avons donc le devoir, à compter de cet engagement que nous prenons tous, d'éduquer nos enfants à comprendre que nous sommes des frères et sœurs congolais. Nous n'avons pas choisi de l'être. Nous sommes un don de l'univers. C'est l'univers qui a voulu de nous que nous soyons des Congolais. Et à ce titre, nous avons le devoir de nous porter, de nous soutenir avec la solidarité la plus active. Il est impensable qu'un frère meure devant nous et on le regarde parce qu'il est moche, parce qu'il est Bakongo, parce qu'il est Vili, parce qu'il est Babembe, parce qu'il est Tsangi, Yaka, Batiki. L'Assemblée citoyenne se veut effacer tous ces vieux clichés. L'Assemblée citoyenne veut refomenter notre cervelle, chasser de notre âme, de notre conscience, ce démon qui a hanté nos consciences, qui ont chassé de nous la pitié. Le Congo et son peuple, ses cours d'eau, ses fleuves, son océan, était un espoir. Il nous faut donc reconstruire, rebâtir et former des patriotes. Un pays ne peut pas se développer sans patriotes. L'une donc des missions
que l'Assemblée citoyenne se donne, c'est de former des patriotes qui auront le respect fraternel, le respect de notre patrie, le respect de notre bien commun. Car il n'existe plus. Le patriotisme cultive en chacun de nous le sentiment de respect de la chose publique. Aujourd'hui, les détournements à hauteur de milliards, les crimes, les génocides sont devenus monnaie courante, sans gêne, sans pitié. Le Congolais se permet d'arracher la dent de son frère. Hier, à notre époque, quand on nous demandait, les parents nous demandaient de tuer un poulet, on ne pouvait pas. Il fallait chercher les petits enfants qui ne savaient pas ce que c'est que tuer pour égorger un poulet. Et quand par maladresse, tu as cassé la cuisse d'une coque ou d'un poulet de maman, tu fouillais la maison de peur que tu sois frappé. Donc tout était respecté. Et nous avons donc le devoir, si nous voulons que le Congo décolle, à revoir notre éducation, à nous reformer, à construire un autre type de Congolais que celui d'aujourd'hui qui n'a plus pitié et qui peut égorger, disséquer par machette un frère ou une sœur. C'est là le danger de la société, chers internautes. Le Congo, aujourd'hui, on nous parle de 6 millions d'habitants. C'est sûr et certain que les 3 millions autres sont des étrangers qui ont amené ces sales habitudes criminelles. Et donc, je vous assure que sans vouloir avoir de la haine, non. Mais nous vous retraçons ici qu'il y avait des étrangers et qui se comportaient, puisque l'Afrique était un même peuple. Aujourd'hui, le Congo, on prétend nous dire, depuis l'arrivée de pas mal des étrangers, des Rwandais et autres, au Congo, nous assistons des phénomènes bébés noirs, des katakata, tout ça. C'est impossible, ça n'existait pas. C'est ça. Et donc, l'éducation qui constitue le fondement moral de l'homme que nous sommes devrait nous permettre, partout où nous nous retrouverons, cultiver le bon sens. Le bon sens. Et pour mieux le comprendre, hier, dans nos villages, nos maisons n'avaient pas de clé. C'était juste des portes traditionnelles qu'on venait coincer et les gens partaient au champ. Ils revenaient retrouver tout ce qu'ils ont laissé intact. Personne ne pouvait voler. Parce que l'éducation qu'ils avaient reçue, le vol, c'était une honte. Le bruit dans un village, c'était une honte. Et tout le monde était conscient que si vous avez besoin d'une chose, il suffisait de demander. Ou quand vous arrivez dans un champ, vous prenez, vous mangez sur place et vous laissez les résidus sur place. Le propriétaire se rendra compte
ici est passée une personne qui avait faim. Et on a profité pour manger. Et pour cette personne, pour le propriétaire, il sera heureux d'avoir aidé une âme, nourri une âme. Mais aujourd'hui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous rions du malheur des autres. Il nous faut donc aujourd'hui, dans cet espace, assemblée citoyenne, s'ouvrir pour une nouvelle vision de reconstruction de l'âme citoyenne. Oui, mes chers frères et sœurs, il nous faut nous comporter différemment. Il nous faut effacer de nos esprits tout ce qui nous a été inculqué. Parce que, mes chers frères et sœurs, comprenez que il s'est passé une fois dans un village, un fou est arrivé là où les gens se baignaient, et un monsieur se lavait, se baignait dans la rivière. Et tout d'un coup, le fou a pris les habits du monsieur qui se lavait, qui était dans le marigot, et a commencé à fuir avec au village. Alors, les sages du village nous ont posé la question de savoir que fallait-il faire. Le monsieur, nu comme un rat de terre, devait poursuivre ce fou dans cet état de nudité. Ou alors, fallait-il attendre, souffrir, attendre ceux qui venaient se laver le soir pour donner l'information et aller lui chercher les habits. Le monde d'aujourd'hui, le Congolais d'aujourd'hui, certainement allait poursuivre ce monsieur fou. Et imaginez qu'est-ce que cela devait représenter, mes chers frères, une personne propre mais nue au centre du village. Et qui poursuit un fou avec des habits déchiquetés à moitié nus, qui serait traité pour un véritable fou méchant. Nous pensons que c'est ce monsieur qui n'a ravi les habits, qui n'a pas été patient, qui n'a pas supporté, et qui s'est mis à poursuivre le fou. Les gens vont se dire, celui-là, il est nouveau, il est encore nouvellement fou. Il a donc la violence avec lui. Alors, vous serez malmenés. C'est pourquoi nous avons le devoir de ne pas se comporter comme le fou. Et donc, nous avons concentré notre exposé sur l'éducation et nous avons insisté sur l'éducation familiale, mais aussi il est du ressort de l'État pour assurer l'instruction, l'éducation ou l'instruction. L'éducation civique ou l'instruction civique se donne à l'école. Mais les programmes scolaires d'aujourd'hui n'apportent rien de sérieux et qui favoriserait justement le respect de la chose publique. Parce que le programme d'aujourd'hui est un simulacre simplement de plaisanterie. À notre époque, il y avait la morale, il y avait ce que nous appelions à l'époque
la véritable éducation civique, nous sortions de la classe pour aller toucher du doigt comment vivaient les arbres. On nous montrait qu'est-ce qu'un bananier, qu'est-ce qu'un manguier, et nous apprenons tout ça. Et depuis l'école, quand un collègue était malade, c'est au chef de classe de la mener à l'hôpital, au dispensaire. Ce n'était pas les parents, c'est le chef de classe. Et les parents n'étaient même pas au courant que l'enfant était tombé malade à l'école. Et nous étions préparés comme ça. Le chef de classe prenait le collègue malade et l'amenait au dispensaire. Et comme tout était gratuit, il revenait à la maison déjà en bonne santé. Le malade, la maladie a été traitée très tôt et détruite très tôt. Donc les décès dans nos villages étaient un phénomène rare. Aujourd'hui, nous mourons tous les jours à cause de l'éducation qui n'est pas adéquate, à cause de l'instruction qui a des programmes insensés. Ceux qui étaient tenus de montrer l'exemple sont les premiers à détruire la société. Alors, il n'y a plus de patriotes au Congo. Au niveau de la représentativité de l'État. Il y a des citoyens patriotes, oui, mais nous sommes plus nombreux. Parce que la formation, la société qui devait être le formateur de ces patriotes ne joue plus son rôle. Vous pouvez comprendre que la notion de pitié étant disparue, plus rien ne peut retenir le Congolais. Et le seul métier que les Congolais adorent, c'est l'armée, c'est la police. Tout le métier des armes, alors que ces métiers sont destinés à tuer. Ces armes qu'ils portent sont destinées à tuer. Mais la jeunesse d'aujourd'hui aime ce métier. À l'époque, nous fouillions. Quand vous voyez un policier qui venait en fouiller, un gendarme qui venait en fouiller, et même son pistolet, on ne le voyait pas. Aujourd'hui, les gens se promènent jusqu'au marché, partout. L'homme n'a plus peur de l'arme. C'est pour cette raison, chers internautes, l'émission d'aujourd'hui nous oblige à nous préparer sur cette nouvelle refonte de la société. Et aujourd'hui, l'essentiel est de comprendre qu'il y a désormais une émission qui constitue un espace d'échange socioculturel. Au cours de notre émission, de la prochaine émission, préparons-nous pour plus de participation, pour que ce soit un dialogue, que ce soit cet échange bénéfique pour tous. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de la méchanceté du système politique insoucieux qui n'a aucun respect de la chose publique. Il nous faut donc fournir des efforts pour nous débarrasser de ce que nous avons dans notre système nerveux,
pour s'ouvrir aux bonnes choses qui arrivent, issues donc de ces échanges à venir. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous vous donnerons des éléments documentés où vous pouvez vérifier comment hier le Congolais vivait. Le Congolais ne pouvait pas accepter, le Congolais d'hier ne pouvait pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Le Congolais a faim. Mais nos gouvernants acceptent qu'il y ait une usine qui prend les poissons de notre océan pour les écraser, transformer en farine de poisson et envoyer en Chine pour nourrir les poissons. Pendant que nous-mêmes, les Congolais, nous n'avons rien à manger. Vous voyez, on va privilégier un peuple qui a suffisamment à manger, qui a même la prévision de plus d'un siècle de vie à venir, et les poissons de notre océan. On ne respecte plus. Même les frétins sont ramassés. On pêche à la dynamite. On est en train de saccager les réserves d'or à Kakamweka, dans le Mayombe. On est en train de piller le pétrole. C'est plein de torchères à gauche, à droite. Et l'argent ne profite qu'à des individus. Pas de respect de la chose publique. Toutes les sociétés au Congo ont fermé. Toutes les sociétés au Congo ont fermé à cause de la mauvaise gestion. On détourne ici, on te lève, on te met à un autre poste, tu fais la même chose. Pas d'interpellation, pas de justice, pas de force publique, pas de force de l'ordre. Ils n'interviennent que pour aller mater ceux qui revendiquent les droits légitimes. Non, il nous faut des efforts. Il nous faut vraiment des efforts. Nous devons désormais prendre conscience pour faire en sorte que nous éduquons nos enfants, que l'État prenne ses responsabilités, que le Congolais soit ce peuple d'hier qui était hospitalier. Et donner la priorité aux Congolais. Nous ne sommes pas plus de 3 millions. C'est faux. C'est faux. Les 3 autres millions sont des étrangers qu'on a insérés dans la liste électorale pour gonfler l'électorat et qu'on veut imposer dans les régions comme le Pou, la Bouenza, le Yal. En fait, les régions du Sud, où le système ne se sont pas trop soutenus au cours des élections. C'est l'objet de tout ce que nous avons. C'est la cause des événements que nous connaissons, des crimes que nous connaissons, des guerres que nous connaissons. C'est pour dépeupler ces légions-là et remplacer par les étrangers. C'est ça la vérité. Et nous devons prendre le courage pour que lorsque nos frères honorent ce nom, cela fasse notre malheur. Parce que nous sommes un même peuple. Parce que nous sommes des frères et sœurs. Très chers internautes, prochainement, nous ne faisons que ouvrir l'émission. Aujourd'hui, nous allons être efficaces et performants
les prochains jours. Nous prendrons le temps qu'il faut pour réunir les conditions pour reconstruire notre conscience. Que l'amour de la patrie soit une priorité, que la fraternité soit entourée de la solidarité agissante afin que le Congo retrouve sa lettre de noblesse. C'est par ces mots que nous arrêtons notre émission. Nous vous fournirons prochainement beaucoup d'images comme illustration. J'espère que vous êtes satisfaits de notre émission. À dimanche prochain. Merci.